de rester fidèles aux principes qui ont motivé la révolution, et en même temps, nous faisons preuve de la plus grande vigilance pour qu'on ne franchisse pas un certain nombre de lignes rouges, qui sont les nôtres. Ces lignes rouges, je n'ai cessé de les rappeler, c'est l'alternance démocratique, c'est les droits de l'homme et le statut de la femme, c'est le respect des minorités, notamment des minorités religieuses. Voilà où nous en sommes. Il y a des raisons d'inquiétude, il y a des raisons de confiance. Là, j'avais pris cet article de journal, Mustapha Abdel-Jalil, c'est l'islam modéré qui va régner en Libye. Je sais ce qu'une telle affirmation peut provoquer, de scepticisme, c'est certain. Ils diront, bon, il dit ça, mais qu'est-ce qui se passe réellement sur la capacité du président libyen à faire prévaloir cette vision de l'islam. Mais je pense que c'est un risque calculé qu'il faut prendre. J'étais en Tunisie il y a quelques semaines, et à côté des rencontres officielles que j'ai eues, comme je le fais quasi systématiquement, j'ai rencontré un certain nombre de personnes de la société civile de tous bords. Et l'ambassadeur m'avait organisé un dîner avec 6 représentants de la société civile, pas trop nombreux pour qu'on puisse parler. Sur les 6, il y avait 5 femmes. Dans ces femmes, il y avait la vice-présidente de l'Assemblée constituante de Tunisie, qui est une franco-tunisienne d'ailleurs, une femme remarquablement intelligente, membre d'El-Nahda, qui m'a expliqué qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Voilà. Que Nahda respecterait les principes démocratiques. Et puis de l'autre côté, il y avait 4 ou 5 femmes, dont certaines étaient médecins, avocates, etc., qui répliquaient en disant « Ok, vous nous dites ça, mais autour de vous, qu'est-ce qu'on entend ?» Il y a parfois des salafistes à l'œuvre dans les universités tunisiennes. Voilà la tension dans laquelle nous sommes. Et je crois que nous n'avons pas de regret à avoir sur le choix que nous avons fait de soutenir ces mouvements. Il faut que nous restions, sans nous ingérer dans leurs affaires intérieures, vigilants sur le respect des principes. Alors, vis-à-vis d'Israël, je comprends les inquiétudes que cela peut susciter à l'Israël, mais je suis convaincu, et quand je lis un certain nombre de déclarations, que j'ai un certain nombre de contacts, je suis tout à fait rassuré, qu'une réaction de blocage ou de déni de ces mouvements serait préjudiciable, sur le long terme, aux intérêts d'Israël. Vous pouvez dire que vous êtes satisfait. Je comprends que vous parlez à le risque. Nous avons été patients avec le temps, mais vous êtes satisfait que l'effet de la révolution jusqu'à maintenant sont comme vous avez prévenir que vous avez voulu? Non, on ne peut pas être satisfait. Il y a des inquiétudes. Hein. Alors je disais que les situations varient selon les pays. Je pense qu'on peut être confiant sur l'évolution du Maroc. Je rappelle quand même que le Premier ministre du Maroc, aujourd'hui désigné par le roi, appartient à un parti islamique, qui avait déjà des députés auparavant. En Tunisie, il y a des tensions, mais je pense là aussi que la société tunisienne, la place que la femme a déjà dans la société tunisienne, font que cette vision, je ne sais pas comment il faut l'appeler, modérée, je vais reprendre les mots du président libyen cette fois-ci, peut l'emporter. Hein. En Libye, il y a des tensions fortes, c'est vrai. L'Égypte est un problème, et personne n'avait vu monter le salafisme dans les conditions où il s'est exprimé. Et ça, c'est aussi une interrogation. Pourquoi ce mouvement? C'est sans doute lié d'abord à une espèce de rejet de tous ceux qui étaient liés au régime en place, et puis sans doute à une situation économique et sociale extrêmement précaire et difficile. La Syrie, c'est le drame absolu. Je suis convaincu que le régime ne pourra pas se maintenir en place. Hein. Il ne s'agit pas... On nous reproche de vouloir à toute force nous immiscer dans les affaires des autres pour provoquer des regime change, puisqu'on ne peut pas dire des changements de régime, il faut dire des regime change pour être à la mode. Je suis persuadé que ce régime, on ne peut pas se maintenir au pouvoir en tuant ses citoyens. Ça n'existe pas. Malheureusement, ça prend trop de temps. Donc voilà, il y a des turbulences très très fortes. Donc vous voyez, on n'est pas dans une situation tranquille, apaisée, sereine. Ça implique beaucoup de vigilance, c'est vrai. Pour vous dire, oui, de la bombe iranienne, l'administration américaine, une partie de l'administration américaine prévoit une bombe à 1 an. On sait qu'Israël mettra tout en œuvre pour éviter une telle extrémité. Si, en cas d'intervention militaire, qui est une hypothèse qui a été envisagée, quelle serait l'attitude de la France? Hier, j'étais devant des étudiants de Sciences Po, et il y en a un qui m'a dit « Mais alors pourquoi est-ce que vous refusez à l'Iran la possibilité de se doter de l'arme nucléaire que d'autres possèdent ?» Vous voyez que
même à Sciences Po, il faut reprendre parfois les choses à la base. Oui. Rappeler qu'il y avait un traité de non-prolifération, qu'il y avait des décisions du Conseil de sécurité, qu'il y avait des décisions du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc l'Iran est très clairement en violation du droit international et des obligations que ce pays doit respecter. Pour nous, ça ne fait pas problème. Donc il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect aussi stratégique. On voit bien les conséquences incalculables que pourrait avoir le fait que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Et donc nous sommes décidés à tout faire pour éviter cette situation. Nous avons de bons indices, et l'Agence internationale dans son rapport a été très claire là-dessus, pour penser que ça continue et que l'Iran progresse sur cette voie. Alors comment faire ? J'ai dit tout à l'heure que l'option militaire, pour nous, doit être évitée à tout prix parce qu'elle pourrait avoir des conséquences incalculables. Et donc je ne veux pas me situer dans cette hypothèse-là, ce qui fait que j'éluderai votre question, pour une fois. Alors qu'est-ce que nous essayons de faire pour éviter que ça ne se produise ? Eh bien, nous essayons de poursuivre dans la voie qui a été la nôtre, celle d'une proposition faite à l'Iran. D'un côté, venez à la table du dialogue, à condition que ce soit pour parler véritablement du sujet, c'est-à-dire de votre programme nucléaire, hein, et à la lumière de tout ce qui a été écrit dans les rapports de l'Agence internationale, et pas pour parler de l'ère du temps ou de la situation générale au Proche-Orient. Et tant que cette hypothèse-là ne se vérifie pas, puisque l'Iran ne répond pas aux offres que nous avons faites, eh bien, nous essayons de faire plier l'Iran par des sanctions qui sont des sanctions sans précédent et qui commencent à impacter durement le régime et hélas aussi la population. Est-ce que ça peut marcher ? Est-ce que ça peut réussir ? Je sais bien qu'il y a du scepticisme ici ou là. Il faut quand même être bien conscient que le régime iranien n'est pas complètement homogène. Il y a aujourd'hui des divergences profondes sur la ligne à tenir. La société iranienne est aussi une société qui évolue. Donc, en faisant preuve peut-être d'un excès d'optimisme, je pense que cette politique de pression forte peut amener les choses à bouger et peut conduire les Iraniens à la table de négociation et d'une négociation véritable. Voilà ce que nous essayons de faire. C'est la logique de notre politique. On peut la partager ou ne pas la partager. Je crois qu'il faut tout faire pour qu'elle réussisse. C'est une question de Shirley Elbaz, 26 ans. Monsieur Juppé, quelle politique va mener la France envers Israël ces 5 prochaines années si Monsieur Sarkozy est réélu ? C'est jamais très, très motivant de répondre la même, mais enfin, je suis quand même tenté de dire la même dans ce cas précis. C'est-à-dire une politique d'amitié, une politique de renforcement des liens avec Israël dans tous les domaines que nous avons déjà évoqués. Et on parle beaucoup de politique, c'est normal. On parle beaucoup de la dimension politique de ces relations. Je pense que c'est peut-être pas la plus importante. Parce que la relation politique, elle varie au gré des événements, des conjonctures, des situations historiques qui se succèdent. Le socle, il n'est pas là. Hein. Le socle est dans ce que vous faites, c'est-à-dire dans la relation et dans la compréhension entre nos sociétés civiles. Donc on va continuer sur cette voie-là, on va continuer dans la voie du renforcement de nos liens économiques aussi, qui sont très, très importants. Et puis, en ce qui concerne la politique, parce qu'il ne faut quand même pas la négliger, dans la voie du dialogue, on continuera à se dire les choses clairement, avec une arrière-pensée du côté français. Quand je dis arrière-pensée, c'est au sens positif du terme. Qu'est-ce qui est le meilleur pour l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire la sécurité et la pérennité d'Israël ? Voilà ce que nous cherchons. C'est ça que nous cherchons. Alors, on peut parfois être en désaccord sur le cheminement ou sur la méthode. Je continue à penser que la non-reprise de négociations directes avec les Palestiniens n'est pas aujourd'hui la bonne solution, hein, et qu'il faudrait relancer ce dialogue. Donc, voilà les lignes de force de cette politique. Mais enfin, je pense que le président Sarkozy aura l'occasion de vous le dire lui-même, quand il sera candidat. Enfin, s'il est candidat. Une question relativement proche, une question de Judith Hawkes, qui est la présidente de l'Association des Amis de la Fondation France-Israël. Monsieur le ministre, bonjour. Je voudrais d'abord vous remercier infiniment de nous permettre ce matin de faire l'ouverture des petits déjeuners des Amis de la Fondation, dont je suis la présidente. Chez vous, comme nous a dit Nicole Gage, dans les ordres de la République. Je vous remercie infiniment. En tous les cas, je voulais vous demander, dans la perspective des élections présidentielles, nous y revenons, quelle part pensez-vous que le programme de l'UNP accordera à Israël ? Merci. On dit souvent que la politique étrangère
n'intéresse pas les Français et que ça n'est pas un enjeu dans les campagnes électorales, je pense que ça ne sera pas vrai cette fois-ci. Parce que l'état du monde est tel que les électeurs et les électrices français ne peuvent pas ne pas se dire que beaucoup va dépendre dans leur vie quotidienne demain de ce qui va se passer dans le monde. D'abord en Europe, et permettez-moi au passage de saluer le résultat remarquable. Je me dis un matin à la radio formidable qui a été atteint lundi dernier à Bruxelles avec la conclusion de ces 2 traités qui, je pense, vont nous permettre de continuer à stabiliser la crise financière de la zone euro, qui ne concerne pas d'ailleurs, vous le savez, que les Européens, mais qui concerne l'économie mondiale dans son ensemble. Donc voilà des questions qui seront sur la table. Je pense aussi que la question de la paix et de la guerre, la question des bouleversements qui agitent l'ensemble du sud de la Méditerranée sera aussi un enjeu durant cette campagne. Et que par conséquent, la relation entre la France et Israël sera évoquée. Alors qu'est-ce qu'il y aura dans le programme de l'UMP? Il a déjà été approuvé, je crois, enfin j'en suis sûr puisque j'y étais, samedi dernier au Conseil national. Et donc vous y retrouverez les lignes de force de la politique franco-israélienne entre la France et Israël que je viens d'évoquer à l'instant. Je parlais des bouleversements au sud de la Méditerranée. Je pense aussi, et c'est un peu un sujet sur lequel peut-être votre fondation pourrait travailler, je ne sais pas, je fais une suggestion, que la relance d'une façon ou d'une autre de l'Union pour la Méditerranée est quelque chose d'absolument essentiel. Cette idée était prémonitoire. Comment voulez-vous que le destin de nos pays soit totalement indifférent avec ce qui va se passer du côté de notre mer commune? Il y a combien de distance à Gibraltar? 10 km. Et puis, bon, c'est vraiment notre voisinage proche. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Si nous n'arrivons pas à combler les écarts de développement entre le Nord et le Sud, nous ne maîtriserons pas les flux de population. Bon, et beaucoup d'autres choses. Donc il est absolument vital que nous relancions cette coopération entre le Nord et le Sud sur un pied d'égalité, ce qui était la philosophie de l'Union pour la Méditerranée lancée par le président Sarkozy. Alors ça a été difficile au début, il y a eu un certain nombre de réglages à faire. Malheureusement, le blocage du processus de paix a les conséquences que l'on sait. Il faut qu'on arrive à relancer cela. Et mon idée, ce serait de ne pas en faire une nouvelle enceinte de discussion politique, mais un lieu où on agit concrètement et où on met en œuvre des projets qui peuvent concerner la vie quotidienne des gens du Nord et du Sud. Un des projets les plus avancés, encore qu'il soit à un stade relativement timide, c'est l'Office méditerranéen de la jeunesse. Favoriser des échanges de jeunes entre le Nord et le Sud, entre les universités du Nord et les universités du Sud. Voilà quelque chose qui pourrait contribuer essentiellement à la bonne compréhension de notre pays. Il y a d'autres projets, on parle d'un plan solaire méditerranéen, d'autres actions encore de ce type. Je crois qu'il faudrait redonner de l'élan à cette Union pour la Méditerranée et vous pouvez peut-être y contribuer. Hélène Keller-Lint, Actualité juive, qui souhaite interroger le ministre sur le blocus de Gaza et les frontières de 67. Monsieur le ministre, vous avez largement évoqué l'instabilité dans la région. Est-ce que dans ces conditions-là, préconiser qu'Israël se retire sur les lignes de 67, en quelque sorte, plus ou moins avec quelques ajustements, et lève ce qui reste du blocus de Gaza, qui n'est en réalité un blocus maritime, pour empêcher l'importation d'armes de manière massive, est-ce que c'est vraiment opportun dans ces conditions ? D'abord, je sais que ces questions sont toujours très, très difficiles et que le diable est dans les détails. Nous n'avons pas préconisé le retour aux frontières de 1967. Nous avons simplement dit que quand le président Obama a déclaré la négociation pourrait partir de cette base-là, et puis ensuite les négociateurs négocient sur la base d'échanges mutuellement agréés, ce qui peut vouloir dire que la solution en bout de course peut être sensiblement différente de la frontière de 67. Voilà ce que nous avons dit. Et rien d'autre. Et je le répète, c'est très exactement la position américaine et la position européenne. Deuxièmement, sur Gaza, je ne crois pas que ce soit une bonne politique pas de faire en sorte, je ne veux pas prêter de mauvaises intentions, mais enfin d'avoir un contexte dans lequel la population de Gaza est dans la situation où elle est aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas porteur de bon développement, que c'est favorable à tous les extrémistes
et à tous les radicalismes, et que donc il faut que ce blocus évolue. Je suis parfaitement conscient des nécessités de sécurité d'Israël, et sur ce plan-là, il peut y avoir très certainement des précautions ou des mesures de contrôle à prendre, mais je pense que l'assouplissement, l'allègement du blocus permettrait d'améliorer la situation des populations, et que cela irait dans la bonne direction. Patricia Balme, qui souhaitait également interroger le ministre sur la reprise des négociations. Bonjour Monsieur le Ministre. Encore une fois, bravo d'être là et de consacrer du temps au milieu de votre agenda surchargé pour répondre à toutes ces questions. Permettez-moi, juste avant de poser ma question, au nom de toutes les personnes ici présentes, de saluer l'action, le courage, le dévouement, le travail de Nicole Gage pour cette association. Bravo Nicole. Monsieur le ministre d'État, vous avez effleuré tout à l'heure le sujet. Quel rôle, concrètement, la France peut-elle jouer dans la reprise des négociations entre Israël et l'autorité palestinienne? D'abord, je m'associe à l'hommage que vous venez de rendre à Nicole Gage. On se connaît depuis combien de temps, Nicole? Il ne veut me pas dire. Voilà. Donc, je connais... je piétine. Voulez-vous que je vous raconte notre première rencontre? Racontez. Je vais vous dire, c'est une parenthèse, mais là, vous tendez presque le micro, alors je m'en saisis. Juste pour vous dire, parce que je le rappelais il y a quelques jours, j'ai débuté cette carrière politique, si on peut l'appeler comme ça, en 2002, pendant la campagne présidentielle, et j'ai dû, pour la première fois de ma vie, m'exprimer dans un meeting à Toulouse, devant plusieurs milliers de personnes. Et je me retrouve sur une scène juste à vos côtés, cher Alain. Et c'était notre première rencontre. Et vraiment, voilà, c'était difficile pour moi, extrêmement éprouvant. Et je vous dis, sans vraiment vous connaître, je meurs de peur. Et j'étais terrorisée. Et vous m'avez dit... Ça commence bien. Et vous m'avez dit, ça n'a aucune importance, Nicole, allez-y et à fond. Et c'est ce que j'ai fait, et ça m'apporte des chances, et je crois à d'autres aussi. Donc, Alain, ça fait presque 10 ans que nous nous connaissons, et vous avez pour ce pays et pour les actions que nous menons à l'UMP, pour l'Union pour la Méditerranée, et je me souviendrai du conseil que vous me donnez, moi qui suis une militante de la première heure de la construction de l'Union pour la Méditerranée, y compris pour vos actions pour la Fondation. Voilà, une fidélité que je n'oublie pas. Vraiment pas, merci. Merci Nicole, vous m'avez coupé la parole quand je m'apprêtais à dire tout le bien que je pensais de vous, donc voilà. Et donc j'ai pu tout au long de ces années effectivement mesurer votre dynamisme, votre générosité et puis la réussite de cette fondation qui je crois s'est vraiment imposée aujourd'hui comme un élément essentiel de notre relation bilatérale et au-delà. Alors quel rôle peut jouer la France? Je pense déjà avoir répondu à cette question. Nous sommes là pour faciliter. Je crois que le rôle de la France, c'est d'être un facilitateur de la négociation. À partir du moment où nous pensons que la bonne solution, c'est la solution des deux États, que cette solution ne peut être mise en œuvre que par la reprise des négociations, tout ce que nous essayons de faire, c'est de rendre le redémarrage de cette négociation possible. Alors nous essayons de le faire au sein de l'Union européenne. C'est pas toujours facile parce que nous ne sommes pas tous en ligne sur les initiatives à prendre. Nous essayons de le faire dans le dialogue avec nos amis américains. Je l'ai fait moi-même.